La 5e, sur Radio Libertaire, toujours sur la bande FM 89.4. Le téléphone, le 01 43 71 89 40. Bonjour, salut. Igor, salut. Hélène, bonjour. Jean, salut. Voilà, on y est, c'est parti, à Racaille toujours, avec une invitée aujourd'hui, Hélène, graphiste, peintre, elle fait dans la couleur, elle fait dans les formes, qui va nous parler de son petit business, de ce dont on parle d'habitude dans cette émission, ses conditions de travail, sa vision de son boulot par rapport à ce qu'elle vit dans cette société, ses rapports avec sa profession, avec ses clients, avec ses confrères, avec les institutions, les avantages et les inconvénients de son taf, ses révoltes, ses espoirs. Voilà, le programme est chargé, j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. Mais tout de suite, Jean, notre grand intellectuel, au service du peuple, va vous faire un petit retour sur Freud, dont il avait évoqué un texte, enfin une partie d'un texte la dernière fois, pour une mise au point, pour une de nos camarades qui n'est plus là, mais qui est retournée retrouver son amoureux en Hollande, qui n'a pas tout à fait intégré, compris le propos, Igor, de Jean. Oui, je voulais revenir un petit peu sur le texte de Freud, parce que c'est parti dans une direction qui m'a un petit peu étonné. Si je simplifie, Freud nous disait que grâce à ses dons particuliers, l'artiste donnait non seulement forme à ses désirs les plus enfouis, mais qu'il permettait aussi aux autres hommes, qui ne sont pas dotés des mêmes dons, de jouir de leur propre fantaisie sans reproche et sans honte. Et alors, Pat m'a envoyé un petit message là que je voudrais lire à ce sujet, parce qu'elle a réfléchi depuis sur le sujet. Et elle nous envoie donc ce mot. Cela m'a fait réfléchir sur l'artiste, et les potes qui ont écouté l'émission le disent. L'artiste est un besoin dans leur vie pour rêver ou réfléchir, ou plus simplement pour regarder. C'est rigolo. Vendredi, j'ai reçu un mail d'un vieil admirateur. Pat, on salue ton vieil admirateur au passage. Elle précise qu'il n'a pas écouté l'émission et qui lui dit, entre autres, ceci. Ce n'est pas la surface des choses, sauf dans la vie pratique qui est à retenir, c'est ce qui est caché. Vous, les artistes, que vous le sachiez ou pas, vous avez le don et l'immense bonheur de le révéler au monde. Que tous, et toi en particulier, c'est vraiment un vieil admirateur, en soyez remerciés. Voilà, donc je suis content que Pat soit revenu sur ce texte de Freud. Si Hélène avait quelque chose à nous dire à ce propos. Oui, je pense que l'artiste est essentiel sinon les grottes de Lascaux n'existeraient pas. Donc l'artiste ainsi que les prêtres, les psychanalystes maintenant sont là pour mettre en avant notre monde intérieur, ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Très bien. Robert ? Est-ce que ça nous aide toujours, les psychanalystes ?
est-ce que ça nous met en avant? Je suis un peu douteux sur le rôle du psychanalyste On en a qui pas remplace forcément besoin, maintenant déjà. le curé. Moi, non, je crois que les psychanalystes sont les curés contemporains, quoi. Ouais, bien Avant, sûr. on allait à la confesse. Un Maintenant, peu plus cher quand même. Oui, un peu plus coûteux. Quoi qu'il faut quand même donner à la quête. Et on n'a pas toujours des boutons de culottes disponibles. Imagine si tu viens faire tes confessions chez un prêtre et il te met sur un divan. Allongez-vous, monsieur. Alors, Mais bon, je précise, Là, ça on va fait pas des régler moments. ici le compte des psychanalystes parce que ça prendrait trop de temps. Et puis, faut savoir les psychanalystes ne soulagent pour autant que ce soit possible que les gens qui vont les voir. Ils ne Qui en ont soulagent, besoin. Mais justement, nous les artistes, notre monde intérieur est sublimé dans notre art, donc on n'a pas besoin. Enfin, on s'auto-analyse en fait par notre pratique. Mhm. Ah oui, je crois que c'est tout. oui, bah, à fait vrai. c'était une C'est partie. exactement le sens du texte Voilà, de Freud, tout à oui, fait, effectivement. oui. Mais qu'au-delà l'artiste, c'est sûr qu'il sera jamais un thérapeute, hein, il faut peut-être pas non plus exagérer, mais c'est vrai que ces dons peuvent lui permettre de vivre en relative bonne entente avec ses lui-même, névroses oui. ou ses désirs. Hein, Ah, mais moi, j'en ai 2 psychanalystes et un psychiatre. Mhm. Et ça marche. Oui. Bon, voilà, c'est sûr que... Non, bah, certains artistes ont besoin de plus... Je prends aussi des psychanalystes des autres. Le tien, par exemple. et de savoir, par exemple, que tes dessins, Igor, sont un peu fous. Oui, peuvent permettre à des gens qui ne sont pas doués de la même façon que toi de soulager aussi, de se soulager un peu. Ouais, c'est de leur vrai que propre j'entends- névrose. j'ai entendu J'espère déjà. que ça te fait plaisir. Il Moi faut que aussi, tu saches qu'il y aura tout un tas de malades lors de ton vernissage. Bon, on change de sujet, s'il vous plaît. Marie-Christine, En particulier ceux qui sont autour de cette table. Oui, voilà. Mais de toute façon, en fait, qu'est-ce qui nous touche dans l'œuvre d'un artiste, c'est que on se reconnaisse dans cette famille ou pas. Je veux dire, on peut très bien reconnaître que l'œuvre d'un artiste est remarquable, mais ne pas se reconnaître dans cette famille-là. Voyez-vous ce que je veux dire Oui, bien sûr, ta Et sensibilité. je crois qu'on parle de correspondance entre soi-même et une œuvre. une œuvre, oui. Ouais, tout à fait. Ouais, non, Et je- qui est un retour vers le spectateur. Ben, vers quelque chose qu'on partir du pressent, moment où il y a- sur lequel on n'a pas forcément des mots, mais justement les arts plastiques n'ont pas les mots. C'est comme la danse, je Non, pense. mais si l'artiste produit Oui. et que le spectateur reçoit Mhm. ce qu'il a produit, il y a un circuit qui s'est fait Oui, une correspondance. de reconnaissance. Ouais, ouais. Et c'était une phrase de Kandinsky qui disait à peu près ça. La phrase exacte, je ne la sais plus. Qu'il faut qu'il y ait un retour vers celui qui regarde pour que l'œuvre ait sa finalité. Pour que soit l'œuvre trouve des résonances réelle. en la personne Voilà. qui est touchée par... C'est Bien. ça ce qui est difficile. Oui, mais c'est ce qu'on cherche. C'est ce que cherchent la plupart d'entre nous, je pense, Oui, quand- sans forcément pouvoir le nommer. Non, tout à fait, oui, c'est ça. C'est plutôt au niveau de l'inconscient que ça se passe, tout ça, je crois. Oui. Mais oui, c'était donc ça y est, j'ai encore oublié son nom. Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, je vous recommande, c'est un tout petit bouquin que j'appelle le livre rouge, mais c'est pas son titre. Le livre rouge de l'artiste, quoi, c'est qui disait qu'on était des passeurs d'invisibles et que Ouais. voilà, notre fonction c'est un peu ça, c'est de révéler aux gens les choses qui sont pas révélées. Normalement, il faut un médium pour ça. C'est lourd, quoi. Oui, c'est ça, c'est un médium. Oui. Voilà un petit livre rouge qui aurait pu nous éviter des millions de morts. Oui, probablement. Ouais. Oui. Ouais. Et bon, avec des invités aussi qui ont tant de choses à dire, je pense qu'on pourrait peut-être nous aller faire un tour à l'artiste. Non, mais
C'est bien. Le sujet est-il épuisé ou... Oui, on fait un bisou à Pat et puis à son vieil admirateur, on l'embrasse aussi. Ah oui, son vieil admirateur. La Hollande aussi, j'aime bien ce pays. Ah oui, à propos de la Hollande, parce qu'on en parlait hors antenne, mais je sais pas si on l'a évoqué, la suite donc de la dernière fois qui a déjà suscité une émigration massive de rapins hexagonaux, on va en remettre une couche. Donc Pat confirme, on a reçu un mail ce matin de Hollande. Enfin, je l'ai d'abord fait sécher, puis après je l'ai lu, où elle nous disait que c'est vrai, c'est pas du tout un gag ni un gros mensonge. En Hollande, effectivement, un artiste étranger, il peut se pointer. Enfin, je parle un plasticien, en tout cas, peintre, graveur, sculpteur, voilà, tout ce qu'on veut. Il peut se pointer et il est pris en charge par un organisme qui fait avec lui toutes les démarches nécessaires pour obtenir justement cette rémunération mensuelle. Non. Aussi, on a reçu aussi un coup de fil de l'ambassade de Hollande qui vous demande de réfléchir un peu avant de partir quand même, parce que là ils sont un peu submergés. Hein, c'est quand même un tout petit pays. Hein, si tous les rapins français émigrent là-bas, ils vont être obligés d'envisager de nouveaux polders. Donc, moi, voilà, on fait déjà ça à Dubaï, alors pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas en Hollande, oui, bien Avec sûr. le changement climatique et la montée des eaux, la Hollande risque de réduire un petit peu. Donc voilà, le mot est passé, mais Pat va encore approfondir le sujet et on pourra vous en dire plus la prochaine fois. On pourra vous indiquer exactement peut-être les démarches à suivre, les adresses, les interlocuteurs et tout ça. On va arrêter un peu de blablater pour nous rincer les oreilles avec un peu de musique, des musiques que choisit Jean-Christophe dans sa petite cabine, dans son petit réduit là-bas. C'est Dirty Pretty Thing, un morceau qui s'appelle Deadwood, qui est très très bien. Yeah. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, Arracaille. La 5e avec Hélène Courtois-Redoutée, notre invitée distinguée. Marie-Christine Béguet, qui est
pas notre invitée distinguée pour cette fois-ci, mais qui le sera pour la prochaine, pour la 6e, si tout se passe bien. Si elle résiste à l'ère de Paris, elle commence déjà un peu à s'asphyxier, mais enfin, on espère que d'ici là, elle va. Et tout de suite, notre éminent spécialiste des questions vraiment tordues. Non, je dis des bêtises pour changer. Jean. Alors, je vais vous lire un extrait. Vous allez me pardonner la prononciation parce que je suis un philosophe tout à fait autodidacte. Un extrait d'introduction à l'esthétique de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel. Non, je ne sais pas du tout si c'est ça. Bravo. Ils se moquent, les camarades se moquent, c'est pas gentil. Hegel, c'est 1770-1831. D'une façon générale, il faut dire que l'art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature, et qu'il ressemble à un ver qui s'efforce en rampant d'imiter un éléphant. Dans ces reproductions toujours plus ou moins réussies, si on les compare au modèle naturel, le seul but que puisse se proposer l'homme, c'est le plaisir de créer quelque chose qui ressemble à la nature. Et de fait, il peut se réjouir de produire lui aussi, grâce à son travail, son habileté, quelque chose qui existe déjà indépendamment de lui. Mais justement, plus la reproduction est semblable au modèle, plus sa joie et son admiration se refroidissent, si même elle ne tourne pas à l'ennui et au dégoût. Il y a des portraits dont on dit spirituellement qu'ils sont ressemblants à vous donner la nausée. Kant donne un autre exemple de ce plaisir qu'on prend aux imitations. Qu'un homme imite les trilles du rossignol à la perfection comme cela arrive parfois, et nous en avons vite assez. Dès que nous découvrons que l'homme en est l'auteur, le chant nous paraît fastidieux. À ce moment, nous n'y voyons qu'un artifice. Nous le tenons ni pour une œuvre d'art, ni pour une libre production de la nature. Voilà. Je dirais qu'à l'instar de Marx, on peut reprocher à Hegel d'admettre comme naturel un état historique du monde, ou comme Karl Popper considérer que cette philosophie de l'admission débouche sur le totalitarisme, mais l'esthétique reprend ces derniers temps du poil de la bête. Elle est une réponse étonnamment contemporaine à tous ceux qui prônent un retour aux soi-disant fondamentaux de l'art, que serait, je l'ai déjà dit, le croquis d'après nature ou l'étude de nu. Pour Hegel, pour autant qu'il ne se borne pas à imiter la nature, la plus mauvaise des productions de l'homme sera toujours supérieure au plus beau des paysages, car l'œuvre d'art est le moyen privilégié par lequel l'esprit humain se réalise. L'art doit être en recherche constante, il a le droit de se planter autant que de réussir, c'est là que se situe sa valeur absolue. Et je vais finir par une petite histoire que je dédie en particulier au président de la Maison des Artistes et à son maître vénéré, le néant de jardin de l'Élysée. C'est une souris et un éléphant qui courent côte à côte dans la savane. À un moment, la souris se retourne et puis elle dit à l'éléphant: « Oh, t'as vu tout ce qu'on fait comme poussière ?» Alors, merci beaucoup, Jean. Qui est la souris dans l'histoire? La souris dans l'histoire. Qui est l'éléphant? Parce que ni ils l'un vont ni se l'autre, reconnaître, hein, vous inquiétez pas. Alors, on rappelle quand même que le président de la Maison des Artistes a un patronyme, il s'appelle Rémi Aron. Parce que qu'il a fait une exposition en ce moment. Vous avez reçu l'invitation? Dit la souris. Dit la souris. Et quant à l'éléphant, c'est un éléphant nain. Vous savez, c'est les éléphants de la jungle. C'est forcément un socialiste, l'éléphant. Ah ouais. Ah oh, là c'est subtil, c'est mais néanmoins c'est clair. Oui, c'est subtil. Là, ça va. Alors, avec nous, Hélène Courtois-Redoutée, qui est à ma droite, en face Jean, Marie-Christine, à sa droite Igor, et derrière Igor, dans sa petite cage sous verre, notre cher Jean-Christophe, solitaire, comme d'habitude. Bien, Hélène. Oui. Tu peux nous brièvement nous brosser un portrait de ton travail ou ton propre, faire un autoportrait. Oh là là. Donc moi je suis essentiellement graphiste et je suis peintresse quand j'en ai le temps, quand je peux. Donc je suis graphiste parce que j'aime ce métier et je ne le fais pas comme un pis-aller, contrairement à certains qui malheureusement disent je suis peintre et je travaille à côté, je suis graphiste à côté, ce que je trouve un petit peu réducteur.
c'est un petit peu dommage de considérer ça comme ça, parce que le métier de graphiste est un métier essentiellement de création, qu'on fait pour les autres. Il faut être en fait à l'écoute des autres pour chaque travail, et ce qui ne nous empêche pas de mettre notre touche personnelle. C'est d'ailleurs pour ça que les gens nous font travailler. Et bon. Non, mais Et être peintre, ça me permet de me libérer, enfin de travailler vraiment pour moi, en fait, libérer, je vais pas dire mes pulsions parce que c'est un peu, un petit peu exagéré, mais être dans mon monde totalement intérieur, enfin, moi toute seule, quoi. Non, mais c'est intéressant ta manière de te présenter, parce que souvent, comme tu le relèves, les gens qui travaillent dans les arts plastiques, dans la peinture, choses comme ça, et qui n'en vivent pas, annoncent d'une manière un petit peu retenue, comme ça, qu'ils font à côté un travail alimentaire. Alors, voilà, moi, souvent... ce n'est pas à côté, c'est non, avec. Oui, ce sont deux choses complémentaires et qui s'enrichissent l'une l'autre. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant, parce que c'est rare d'entendre cette manière de... Ça ressemble un petit peu ce qu'a dit la pâte la dernière fois. La pâte du Metz. Pâte, Patricia la poule. Oui, qu'elle fait l'art pour l'art. Elle était à peu près d'accord, elle sera d'accord avec toi. Ouais. Et alors, bon, tu fais de la peinture, tu dis bon, ça te libère un petit peu parce que les arts graphiques sont des arts appliqués, c'est-à-dire que tu as des commandes, comme tu viens de nous le rappeler, un client tu dois avoir un dialogue avec un client pour savoir ce qu'il a envie de, comme nous avait raconté Jean avec les clous Nestor, sa première grande expérience. Ah oui, Les clous Nestor, voilà. Et la peinture, la peinture, c'est toi qui te commandes, enfin, je veux dire, tu peux te libérer. Mais, quel est puisque quand tu peins, parce que tu nous expliquais pour le graphisme, mais quand tu peins, comment tu vois, enfin, comment tu appréhendes ce milieu de la peinture, cette espèce de, parce qu'il y a la plupart des gens qu'on connaît, enfin, on a une petite expérience avec un forum d'artistes où les gens se prennent pas pour, enfin, ils se prennent un peu la tête. Comment tu peux définir, pas définir, mais nous expliquer, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent, qui n'ont jamais fréquenté de près ou de loin ce milieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sur ce milieu de la peinture? De la peinture et de l'art pur et dur. En fait, je connais pas très bien ce milieu, et à vrai dire, c'est pas. Ça t'intéresse? C'est un petit peu le cadet de mes soucis, quoi. Je me demande. Bon, je me tiens un petit peu au courant de ce qui se fait à droite à gauche. Je vais sur les forums, sur les sites, je vais voir des expos un petit peu, mais je veux dire, ça te suffit comme ça? T'es une solitaire, quoi. Bah ouais, parce que quand tu peins pour toi, tout seul, tu te poses pas la question, enfin... Oui, je sais pas. Moi, je connais l'histoire de Van Gogh qui a resté sur Paris une seule année. Ouais. Ensuite, il est parti à Arles parce que il avait besoin d'être seul. Créer seul. Oui, tu as besoin d'être seul. C'est là, à Arles, qu'il a commencé à faire des grands. Mais même en tant que graphiste, moi, je travaille toute seule chez moi. J'ai travaillé aussi en agence auparavant, et en fait, je suis beaucoup mieux chez moi parce que il n'y a pas de bruit, je peux me concentrer. J'ai besoin d'être tranquille pour être efficace en plus, donc ça marche beaucoup mieux comme ça, et voilà. Et tes rapports, alors bon, puisque la peinture s'est évacuée, tes rapports avec la profession, enfin, avec tes clients et tes confrères, etc. Parce que les peintres, les plasticiens, je répète, on a une vague idée de ce qui se passe dans ce milieu avec les histoires qu'on peut voir sur les forums, etc. Ou même en fréquentant la maison des artistes d'un peu plus de l'intérieur. Mais avec les graphistes, avec les publicistes, avec les illustrateurs, enfin tout ce milieu
ou on fait plutôt de l'art appliqué? Comment ça se passe? Quels sont tes rapports avec ces gens-là? En fait, j'ai mon petit réseau de petites agences de pub avec lesquelles je travaille de temps en temps, je collabore, mais je suis quand même pas trop. J'ai surtout mon petit réseau de clients que je me suis fait. Bon, je me suis fait mon trou dans mon coin hein, où j'habite et j'avoue que bon, les gens avec qui je travaille me font travailler depuis des années en général. Hein. Donc ça se passe très bien et je cherche pas trop à être dans le milieu de l'art. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu fais? Il faut aller voir sur mon site. Mais bon, là, en l'occurrence, il est pas. Peut-être excellent. Donne-nous l'adresse de ton site. Bah oui, donc. Toujours de demander à nos chers invités. Donc www.hélène sans accent -graphiste.book.fr. Il y a quelqu'un qui est capable de le répéter là? Oui. Bon. On va noter. Reprenons. Non, c'est pas si compliqué que ça. HELENE Ouais. -GRAPHISTE Ouais. at. Non. Non. Après graphiste.book. .b2ok. Voilà. .fr. Et ben voilà, je me suis planté. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Mais tout ce que je fais justement. Depuis combien de temps? Bah depuis. Toujours. Ouais. On ne demande jamais une jeune femme. Non, parce que plus si jeune que ça d'ailleurs. Enfin, ça dépend par rapport à qui. Oui, non, pour se faire une idée assez complexe. Parce que tu vois tout ce que je fais, donc graphisme, illustration, peinture, c'est. Bon, en fait, c'est peut-être un défaut, je sais pas. J'ai jamais su vraiment choisir entre les choses, quoi. Hein. C'est peut-être un défaut parce que c'est pas évident parce que tu finis par être un petit peu bon à tout, propre à rien, vois-tu ce que si tu le sens. Mais c'est maman qui me disait ça. Ce n'est pas que tu sois bon. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas que tu sois bon à rien, c'est que tu es mauvais à tout. Vous êtes dégueulasse, c'est pas vrai en plus. Non, ça, c'est est-ce que tu fais aussi les dessins, les illustrations pour le livre? Non, j'ai pas fait ça parce que dans ce cas-là, faudrait rentrer dans tout un réseau, se faire un pressbook, démarcher, etc. Et là, j'avoue que le courage m'a manqué. Ce serait encore autre chose. Déjà, j'ai déjà tendance beaucoup à me disperser. Bon, c'est vraiment un défaut maintenant. Là, je me concentre plus sur les choses, donc je perds moins de temps, je suis plus efficace, mais c'est vrai que... Tu es très efficace. Non, sérieusement, non, on est complètement tous scotchés par ton efficacité. Si vous avez pu voir Robert comme scotché. Arracaille, l'émission qui déménage, comme vous pouvez vous en apercevoir, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, 89.4 sur la bande FM, au 01 43 71 89 40. À toi, Christophe. Et un petit rajout gratoun pour mettre tout ça. Était venu pour tuer le temps, le coincer dans une bulle, l'installer au bois dormant. Ils arrivaient du bout du monde, emmerder les rabat-jours, martyriser les secondes, les faisaient courir à rebours.
compagnie, chanter les poumons en avant. Jetons les réveils aux sorties, ça nous fera passer le temps dans cette heure gravée solennelle. Portons un toast à la poubelle pour un lendemain qui peut-être n'aura ni Dieu ni chronomètre. De nature temporelle, pour lui le temps est le sillage qui mène à la paix éternelle. Pas question de jouer la montre et de vivre plus que raison. Il pourrait louper la rencontre avec le gardien de sa prison. Bourgeois, la digestion paresseuse, venir pour la première fois, la triste angoisse des heures creuses. Plus loin, on brisait des pendules, on piétinait le fil du temps, pour se retrouver funambule, équilibriste d'un moment. Histoire de vie, histoire d'artiste, pour Jean-Christophe, pour Igor et pour Fatih, que je salue au passage, une histoire d'intermittents du spectacle, d'immigrés et de SDF. La question de Laurent Heinemann, un film qui date de 1976 d'après le livre d'Henri Alleg, qui a été écrit en 1958, c'est un livre consacré à la torture en Algérie. En 1974, l'ami Fatih arrive à Paris, en provenance de sa Tunisie natale, sans un sou en poche et des rêves plein la tête. Alors pendant un an, ça va être très dur. Il va faire tout un tas de petits boulots, en particulier au hall de Rungis, décharger des cajots, charger des cajots, dormir la plupart du temps où il peut. Et puis alors qu'il est là depuis un petit peu plus d'un an, il y a une amie qui lui parle d'un casting qui est organisé pour le film d'après la question, pour le film La Question. Et on a besoin d'un certain nombre de personnes d'origine immigrée, du Maghreb en particulier. Pour jouer des Algériens, on ne fait pas trop dans le détail, des Tunisiens et des Marocains feront très bien l'affaire. Il faut se présenter à telle heure, à tel endroit, le lendemain matin. Le lendemain, Fatih arrive à l'adresse indiquée. Il y a déjà 250 personnes originaires du Maghreb qui font la queue, mais on a besoin de pas mal de monde, donc ils sont tous embarqués dans des cars à destination de la prison désaffectée d'Étampes, où on va les laisser pendant un certain nombre de jours se débrouiller par eux-mêmes pour manger, pour boire, pour faire ce que la nature nous oblige à faire à tous. Il y a des caravanes prévues pour les vedettes du film qui sont Nicole Garcia et Jacques Denis, mais pour les pauvres immigrés qui doivent jouer les immigrés, rien n'est prévu. Et donc ils font le pied gru comme ça, ni chaise ni rien, ils font le pied gru comme ça des journées entières, en attendant de pouvoir tourner la grande scène de la mutinerie de la prison Barberousse à Alger. Enfin, le jour du tournage arrive pour ces braves travailleurs immigrés, auxquels on donne du chocolat dans du papier d'aluminium, des bananes et des oranges. Et en fait, au moment où on leur indiquera, ils sont tous réunis comme ça au premier étage de cette prison désaffectée, au moment où on leur indiquera, ils devront tous jeter la nourriture au sol, en signe de rébellion. Et alors le tournage commence,
je sais pas comment on appelle ça, un perchman, le caméraman, non, c'est le caméraman, qui dit moteur, rien ne se passe. Moteur, jetez la nourriture. Rien ne se passe. Alors, le type se met en colère, jetez la nourriture. Et à ce moment-là, il lève les yeux vers le premier étage où sont rassemblés les mutins, entre guillemets, et il voit arriver comme ça, tomber délicatement du ciel, un morceau de papier aluminium qui descend doucement, et puis au même moment, il y a une peau de banane qui s'écrase à ses pieds, et il réalise que les gens employés pour jouer les mutins de la prison Barberousse d'Alger avaient bouffé tout ce qu'on leur avait donné pour l'occasion, puisque jusque-là, on ne les avait pas nourris. Voilà, c'est une belle histoire. Ce que je voulais dire aussi à ce propos, c'est que le livre a été écrit dans la prison, dans les geôles de la prison Barberousse à Alger, par Henri Alleg, qu'il a passé les feuilles sous le manteau, enfin plutôt sous la robe à son avocat, qui les a rassemblés comme ça, et puis le livre est sorti. Alleg était, je sais pas si, je crois qu'il venait de sortir. Il a été condamné à 10 ans de prison dans la foulée pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Le film, lui, il a été restauré en 2001 par le CNC, qui est le Centre National de la Cinématographie, donc un établissement financé par l'État, comme quoi il ne faut jamais désespérer du genre humain. Alleg le disait lui-même à ses bourreaux, la vérité sort toujours. Le 14 décembre 2000, le président Jacques Chirac a déclaré solennellement qu'il ne fallait pas risquer de raviver les plaies du passé. Donc pour la reconnaissance officielle de la torture en Algérie, on va attendre encore un petit peu, si vous voulez bien, mais il y a quand même quelque chose qui a bougé. Je me suis laissé dire, mais je me suis laissé dire seulement que dans les films où on emploie les Arabes, maintenant la production leur sert à manger. Merci Jean. C'est un bel espoir pour les Arabes qui peuvent espérer être nourris. Oui. Ouais, pas mal. Merci Jean pour cet éclairage sur l'histoire de la torture dans notre beau pays. Là, oui. On est vraiment fiers d'appartenir à ce lieu géographique qui s'appelle la France. Et on va se retourner vers Hélène, vers son joli minois vous savez, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est le sosie de Marie-Josée Natt. Décidément. Non, c'est pas vrai, en fait. On a quand même du pot. Parce que Marie-Josée Natt, maintenant, elle est un petit peu dégradée, quand même. Oui, son sosie d'il y a quelques années, quand même. Oui. Josée Natt n'est plus tout à fait le sosie d'Hélène. Non, elle n'est pas du tout le sosie d'Hélène, c'est vrai. Oui. On a eu un coup de fil d'un monsieur qui demande de répéter ton site. Bon, parce qu'il a mal entendu parce qu'on a fait des blagues. Ah, oui. Bon, on doit plus faire de blagues alors. Non, on peut, mais il faut peut-être répéter en même temps. Donc www.hélène sans accent graphiste.book.fr. Je pense que le monsieur est content. Bon, nous-mêmes, nous sommes ravis. C'est un monsieur très gentil. Très gentil. Qui m'a dit qu'il travaille dans le musée et il nous demande de s'occuper un petit peu plus de ce qui se passe dans les expos sur Paris, dans les émissions qui viennent, de s'occuper un peu plus des actualités et chercher derrière ce qui se passe, chercher à expliquer aux gens un petit peu pourquoi ça se passe comme ça dans les expos, etc., etc. Ah, ça ne serait pas Raphaël par hasard? Il t'a pas donné son nom. Je suis pas français. Il a pas un accent italien. Ah, c'était moi qui avais un accent dans la lui n'en avait pas. Non, c'est pas Raphaël alors. Ce sera un des prochains invités de l'émission. Raphaël, on va quand même faire ce qu'on veut. Oui, tu veux bien. On va revenir vers Hélène pour essayer de savoir comment elle s'organise. Elle nous a déjà dit qu'elle avait une clientèle pléthorique depuis des années, toujours la même, comme Jean d'ailleurs. Ils ont des clients fidèles, on se demande pourquoi. Mais bon. C'est parce qu'on est bon, et puis voilà. Bon, parce que je n'ai pas donné à mes clients l'adresse du site d'Hélène, c'est tout. Parce que toi aussi, tu es graphiste en fait, on fait le même métier. Surtout illustrateur. Voilà, illustrateur, oui. D'accord. Un immense illustrateur. Et 1m85. Et voilà.
Bon, alors on va pas te demander donc comment tu t'organises pour trouver ta clientèle, puisque tu l'as. Mais ni comment ça fonctionne avec eux, puisque ça apparemment ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai. Mais t'as eu des enfants? Oui. Parce que avec vous, les jeunes femmes ou les moins jeunes femmes ou les très jeunes femmes qui professent dans ce ouais. Professeur. Merci Marie-Christine. Maintenant, on est une maîtresse d'école. Qui fesse et qui professe. Surtout pro. Ça s'est bien passé pour l'élevage? L'élevage des petits bestiaux. Oui, c'est bien passé. C'est justement pour ça, en fait, entre autres, que je me suis mise à mon compte, parce que c'était beaucoup plus simple, en fait. En fait, si je peux commencer un petit peu le début de mon parcours, donc après les Beaux-Arts à Nancy, nous sommes allés nous installer à Sens, qui est une petite ville de l'Yonne, donc charmante, mais qui, pour trouver du boulot, c'est zéro, quoi. Donc j'ai un petit peu galéré dans des petites agences de pub, dans le coin. J'ai essayé de faire du freelance sur Paris, mais c'était trop loin, je manquais d'expérience. Enfin, ce fut un petit peu la galère, quoi. Et puis j'ai travaillé pour des gens, des petites agences qui t'exploitent, qui t'expliquent il faut pas être trop exigeant, que tu peux faire ce boulot-là, que tu vas pas forcément être payé, etc. Mais que après il y aura des retombées. Puis en fait il y en a jamais, parce que ça a été un petit peu galère, quoi. Je pense que je suis pas la seule, hein. De toute façon, c'est un petit peu le lot de toutes les personnes qui débutent là-dedans, quoi. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot salarié que j'ai quitté ensuite. Et puis j'ai trouvé du freelance dans une agence du Sud Seine-et-Marne, et j'ai fait ça pendant quelques années, ce qui me permettait en fait de faire, c'était grosso modo un temps partiel, donc ça me permettait d'être assez présente à la maison pour les enfants. Et puis après j'ai tout, mais bon, c'était toujours un petit peu la galère, quoi. C'est pareil, toujours un petit peu l'exploitation avec des personnes pas forcément très honnêtes. Et un jour j'en ai eu marre, donc j'ai quitté toutes ces personnes, j'ai pris mon téléphone, j'ai commandé un ordinateur et avec tous les périphériques qui vont avec, j'ai tout installé, puis j'ai pris mon téléphone pour prospecter, et j'ai eu des rendez-vous, et en fait tout s'est débloqué. Donc comme le quoi, jour où tu as décidé, ouais. toi, de faire tout à fait. C'était l'année 2000, comme quoi, il faut persévérer. Oui, mais bravo. Et depuis, franchement, tout va bien, quoi. Magnifique. Voilà. Donc, j'ai même plus besoin de poser de questions. Il ne faut pas passer par des intermédiaires. Il faut aller chercher le client directement. Voilà, mais ça se passe beaucoup mieux, en fait, parce que déjà, passer par un intermédiaire, l'intermédiaire, en fait, souvent c'est un commercial, déjà, quelqu'un qui va discuter avec le client, donc il n'aura pas forcément la capacité de rebondir sur des nouvelles propositions de création. Donc il va revenir te dire, tiens, le client a fait ceci, cela, tu vas dire, ah bah oui, mais tu aurais peut-être dû dire au client qu'on pouvait faire ceci, cela. Vous voyez, c'est une perte de temps, enfin, il y a une non-communication, quoi, donc ça sert à rien, quoi. Je me suis rendu compte que je pouvais très bien faire ça. Ouais, si on est capable de faire, parce que moi je pense que je ne sais pas me vendre. Mais moi non plus, je sais pas me vendre du tout. C'est pas la question de se vendre, parce que quand les gens voient que t'es créatif, que t'es capable de faire telle ou telle chose, moi je suis pas du tout une femme d'affaires, hein, je le serai jamais, mais les personnes voient que tu as une bonne capacité de compréhension de ce qu'ils veulent, que tu même, je sais pas, j'ai travaillé pour des industriels, des gens qui dans des domaines auxquels je connais rien, quoi, des trucs vachement pointus, et mais j'ai pas de beaux-arts, moi. Attends, je finis. Et les gens me disent toujours, on est étonné, vous avez compris, enfin vous avez réussi à mettre en image les choses à communiquer, en fait, parce que bon, ces gens-là sont pas communicants, c'est pas leur métier, quoi. C'est à moi de faire. Et ces personnes-là sont contentes parce que j'ai réussi à me mettre à leur place, et voilà.
Merci Hélène, c'est bien parce que elle enchaîne les réponses, oui, donc oui, très bien Hélène. Non, c'est un bouton dossier. Non, c'est super. Toujours à Racaille avec Hélène, vous voyez, elle, par exemple, elle a aucun problème pour communiquer. Ouais. Hélène, à Racaille, je mélange les crayons. Radio Libertaire, oui, c'est la Radio Libertaire, oui, sans Dieu ni maître ni publicité. Dommage pour toi, Hélène, parce qu'elle pourrait te faire travailler. On va en profiter pour redonner son site. Tout à l'heure, Christophe, au secours. Un petit Patti Smith alors pour parfumer tout ça. Cette petite histoire parisienne a été créée à l'époque, quand je me suis souvent retrouvé, grâce à mon mouvement de sans-abri à la recherche de la nourriture, dans le 12e arrondissement, plus précisément dans le quartier de la gare de Lyon. Dans cette histoire, je traite la problématique de l'alcoolisme chez les sans-abri. Les desperados de la gare, ils se traînent sur leur territoire, en groupe, avec leurs bagages, leur manière de brute et l'air très souverain. Mal rasés, vêtements pas propres. On trouve parmi eux des fois même des beaux gosses, mélancoliques ou romantiques discrets. Oui, si leur état le permet. Ils crachent, ils toussent et puent l'alcool. Pour se reposer, ils s'allongent par terre ou sur les bancs.
Il occupe le terrain comme les desperados du Far West. Tout le monde peut les voir, assis ou couchés par terre. Ils montent leur campement n'importe où pour se protéger de la pluie, du vent ou des regards indiscrets. Certains d'entre eux meurent doucement, comme blessés par une balle d'un ennemi inconnu. Ils agonisent seuls, avec le reste de courage, une bouteille dans la main, une bouteille de bière ou une bouteille de vin, abandonnés par leurs copains de cavale qui continuent leur mouvement dans les environs à la recherche de la nourriture ou des femmes. C'est la belle Babette qui les attire le plus, car elle leur donne à manger. Mais chez elle, il n'y a pas que des desperados, il y a aussi des êtres inoffensifs. Dans la chaleur de l'été, entourés par leur odeur terrible, ils se cachent dans les ombres des bâtiments ou des parcs. En hiver, c'est chacun pour soi. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Leur territoire, c'est un pays dangereux, où tôt ou tard, ils tombent, atteints par un tueur invisible. Merci Igor. On va tout de suite passer la parole à Hélène pour essayer d'évacuer ces choses terribles que Igor a vécues pendant près de 2 ans dans les rues de Paris. Alors Hélène, si tu devais encourager un jeune homme ou une jeune fille qui vient te demander un conseil, est-ce que ce travail que tu fais depuis quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Faire une très bonne école, déjà. T'en as dans la tête? Dans Télérama de cette semaine, justement, il y a tout un article central sur les écoles. Donc, je vous invite à l'acheter s'il est encore en kiosque. Tout est là, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment viser dès le départ parce que après, si t'as pas la formation, les capacités. Souvent, j'ai des jeunes qui me demandent des stages, des conseils, etc. Ils ont parfois pas grand-chose comme formation, donc ça me fait un petit peu pitié, quoi. Je me demande toujours comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Oui, je sais pas. J'ai remarqué aussi qu'il y a parce que j'ai rencontré il y a quelque temps une graphiste qui travaille chez un grand parfumeur. Ouais. Et elle a fait une école payante, ça coûte la peau des fesses. Alors est-ce que pour les gens qui sont issus de milieux modestes, et c'est quand même la majorité, est-ce qu'il y a encore des écoles publiques où on ne s'enruine pas, où on ne ruine pas ses parents? Oui, bien sûr, il y a des écoles publiques. Hein. Moi, j'ai fait une école publique, les Beaux-Arts de Nancy. Toi, tu as fait les Arts Déco de Strasbourg, qui est très réputé aussi. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a encore des écoles publiques. Le problème des écoles publiques aujourd'hui, c'est la difficulté des concours et le nombre de candidats. C'est-à-dire que ça devient terrible. Les concours pour rentrer dans... Là, il y a beaucoup de candidats ou parce que... j'ai vu par exemple là, j'essaye moi d'aider un neveu qui n'est pas présenté par une école préparatoire. J'essaye de lui faire le concours des Arts Déco, d'entrée des Arts Déco de Paris et celui de l'école des Gobelins parce qu'il est passionné par l'animation, par l'image qui bouge. C'est pas compliqué. Je viens de voir là pour les Gobelins, tout le monde peut se présenter. Au concours, il faut quand même, je crois que ça coûte 75 €, mais enfin l'inscription, mais tout le monde peut se présenter dans une tranche d'âge qui doit aller de 18 à 25 ou 26 ans. Ouais. Il y a une première épreuve éliminatoire qui est écrite, et là de ces plusieurs centaines de personnes, il peut y arriver qu'il y ait plusieurs milliers de candidats, ils vont en retenir 60. Sur ces 60 personnes auront le droit à une deuxième partie du concours, et là ils n'en retiendront que 25 parce qu'il y a 25 places à l'école des Gobelins de Paris en première année. Voilà.
Et à ton avis, c'est suffisant 25 places ou c'est une politique C'est une politique qui, je crois, tient compte aussi d'abord de la formation extrêmement pointue qu'ils reçoivent, c'est-à-dire que ils ont un maximum de professeurs pour s'occuper d'eux, et ensuite de la loi du marché qui fait qu'ils veulent pouvoir dire que toutes les personnes qui sortent de chez eux partent immédiatement sur le marché du travail. Là, les étudiants de 3e année ont fait un film d'animation qui vient d'être nominé aux Oscars à Hollywood. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a des écoles publiques en France qui sont des écoles fantastiques. Le problème, c'est d'être reçu. Mais au la concours particularité des Gobelins, c'est aussi de prendre principalement des gens qui ont déjà un parcours derrière eux, qui ont déjà fait autre chose et qui n'arrivent pas seulement en ça, ils ne le disent pas, si tu veux, sur le... moi, je le dis. Le descriptif, oui, qu'on n'entre pas au Gobelin mais si on n'a pas un parcours médecine, artistique. le numerus clausus, il est pas mal non plus, hein. Donc. Oui, mais il faut un parcours artistique pour rentrer à l'école, quoi. On en est quand même. Bon. Il y a les arts appliqués aussi à Paris. Moi, j'ai été aux arts Beaux-Arts, appliqués et c'est une école d'État. C'est à quel âge on rentre dans une école pareille? Et là, je te dis, pour l'admission en première année, c'est 18-25 ou 18-26. Je sais plus. Et il faut être déjà... Donc, il faut à 18 ans avoir un parcours artistique. Ouais. Dans les rues de Paris, Igor, tu crois que on peut faire ce parcours artistique? Je sais pas. Mon parcours, c'était un parcours artistique. Enfin, j'ai pas beaucoup mangé, mais ça m'a donné quand même beaucoup d'expérience. Mais eux, ce qui... On a un grand choix, alors un panel de la rue jusqu'à l'école des Gobelins. C'est voilà, c'est ouvert. Et moi, je peux vous en indiquer une bien bonne. Je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça. C'est l'école d'art de Nîmes du temps où elle était phagocytée par le groupe Surface avec Viala comme grand chef à plume. Et là, c'était ils prenaient les 50 premiers qui se présentaient à la porte le jour de l'inscription. Et alors, mon gamin était le 51e. Alors, je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je sorte, ma Kalachnikov, mon Uzi, ou mon bazooka pour faire sauter la boîte, parce que, il est 51e, alors pourquoi? Parce qu'il est 51e, il peut pas rentrer. Alors, depuis, ils ont quand même, modifié un petit peu le règlement, qui était pas un règlement d'ailleurs, c'était comme ça. Ils privilégiaient les étudiants qui n'avaient aucune formation, surtout ceux qui avaient pas du tout une vocation c'était peut-être l'époque aussi. Oui, c'était l'époque, c'était les années 70. Je crois que ça a beaucoup changé. Ouais. 68. On les regrette déjà suffisamment comme ça. Ouais, et alors, attendez, la fin de l'histoire, ils étaient donc 50. Mon fils a été donc le 50e. En fin de compte, on a réussi à en éliminer un. Avec un Kalachnikov. Il était le 50e. Et sur 50 de sa promo, ils étaient 10 en dernière année, en 5e année. Et le seul qui n'ait pas réussi sa 5e année, c'était mon fils. Parce qu'il avait fait un film avec un copain qui démolissait complètement l'enseignement qu'il avait reçu pendant 5 ans et les oiseaux du groupe Support Surface, et ils n'ont pas du tout apprécié. Les artistes sont pas forcément des grands humoristes. Non. Voilà. Bien, et bien après c'est toutes ces informations fantastiques, formidables, extraordinaires. On a ici, autour de cette table, de grands professionnels. Alors les petits jeunes qui nous écoutaient, ne soyez pas effrayés. Eux, ils sont arrivés, pourquoi pas vous? C'est tout à fait. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Non, mais c'est vrai. Avec courage et ténacité. Ouais. Là, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Si moi je suis artiste, tout le monde peut être. Non, je crois pas. Non. On va faire une petite dédicace aux nostalgiques avec Ludwig van 88.
Histoire de vie, histoire d'artiste, une histoire pour Robert qui adore mes histoires d'amour, une histoire de Robert. L'histoire de la tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux, ou plutôt tout ce qui a précédé, parce que sur la tapisserie elle-même, on ne sait pas grand-chose. L'histoire commence en 1025 au pied du château de Falaise. À l'époque, le Robert en question, c'est pas le nôtre. Hein, quand il ne mange pas ou qu'il ne dort pas, il est occupé soit à guerroyer, soit à faire la chasse, soit à retrousser les jupons, et sans le consentement de celle qu'il porte. Ce jour-là, il rentre en son château en revenant d'une chasse. Au pied du château coule une fontaine d'eau claire. Dans l'eau, d'accortes lavandières battent le linge en riant et en chantant. Il fait très très chaud. L'une d'entre elles a délacé son corsage et sa gorge est si blanche sous le soleil, sa voix si fraîche, son chant si cristallin. Robert est littéralement foudroyé par l'amour. Le problème, c'est que de diable, Robert le Magnifique, il devient timide et il n'ose pas confier son émoi à la belle. Ce que d'habitude il prend sans attendre, là il n'ose même toucher. Tous les jours suivants, il guette la belle, qui ne revient pas. Laver le linge, je ne sais pas si à l'époque on lavait une fois par semaine, peut-être. Je ne sais pas, et elle ne revient pas. Donc il se résout à faire venir au château le père de la jeune fille. Il s'est renseigné sur elle, donc il fait venir son père. Il est tanneur au village. Le tanneur est bien embarrassé parce que Seigneur dispose et il ne sait pas trop quoi dire. Il sait très bien que la papauté ne reconnaîtra jamais une union entre le petit-fils du grand Odon, du grand guerrier viking Odon, et la fille d'un tanneur. Donc, il pose la question, il se retourne vers sa propre fille, en fait, qui lui dit qu'elle-même, depuis qu'elle a croisé le regard de Robert, elle a perdu le sommeil. Donc, on demande conseil à l'oncle de la belle, qui se trouve être le mage du village. Et celui-ci conseille une union discrète, protégée par les murs du château. Donc, les deux amants s'installent au château et ne quittent plus la chambre. Un matin, Arlette conte à Robert qu'elle a fait dans la nuit un songe étrange et pénétrant. Un chêne, excusez-moi, oui, très pénétrant. Tu choisis tes mots, hein? Je choisis très bien mes mots, oui. Un chêne gigantesque sortait de son flanc, puis déployait ses branches, dont l'ombre portée au zénith recouvrait exactement les contours de la Normandie. Le duc en conclut sur le champ que c'est de cet amour que naîtra celui qui régnera sans partage sur un duché enfin pacifié. Parce qu'il faut vous dire que la Normandie, à l'époque, hein, il sillonnait pas mal le Robert pour tenir son truc. Et de fait, le petit bâtard qui naît en 1928 et qui portera son surnom comme un étendard, est élevé dans la certitude que tout bâtard qu'il est, il est destiné à succéder à son père. Quand Robert part en 1935 pour une croisade dont il ne devait pas revenir, il a pris soin de désigner l'enfant comme héritier. Les années qui suivent sont terribles, hein, il va échapper à tout un tas d'attentats, ses précepteurs vont mourir les uns après les autres, mais rien n'empêchera Guillaume le Bâtard de devenir Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre, mais ceci est une autre histoire. Sachez seulement qu'en digne fils de son père, il passera outre les interdits du pape pour épouser sa propre cousine, Mathilde, dont il est fou amoureux. Et qu'en débarquant en Angleterre, chutant lourdement de son bateau sur la grève, devinant d'instinct que ces hommes vont y voir un très mauvais signe, il a le trait de génie de décider, en un quart de seconde, de ramasser du sable, de lever au ciel ses poings avant de les ouvrir, laissant filer les grains au vent, et de déclarer d'une voix de stentor « Regardez bien cette terre que j'ai prise de mes deux mains. Elle est à nous maintenant. Et tout ce qui s'y trouve nous appartient. » Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la tapisserie elle-même, vous foncez à Bayeux voir la tapisserie. Cette sublime broderie qui fait 50 cm de haut sur 70 mètres de long, en 10 tons directs, c'est vraiment le digne ancêtre de la ligne claire en bande dessinée. Les historiens pensent qu'elle fut commandée par Odon de Bayeux, le demi-frère de Guillaume, pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux, et qu'elle fut réalisée en Angleterre ou à Saumur. La légende préfère se raconter qu'elle a été brodée par Mathilde et ses dames de compagnie, qui étaient renseignées par des messagers au fur et à mesure de l'avancée de Guillaume. Dans la mesure où il manque la partie représentant le couronnement,
c'est-à-dire que la tapisserie n'est pas complète, pour lequel Mathilde dut se rendre en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on ne préférerait pas la légende à la réalité? Les légendes sont toujours, probablement, peut-être, on ne sait rien, mais plus sympa à écouter que la triste réalité, parce que là-dessous, ces histoires de féodaux, c'est jamais vraiment, on ne sait pas si, enfin, on se doute bien que c'était, enfin, quand ils troussaient les jeunes femmes, par exemple, même si l'image peut exciter certains, ça devait pas être Jojo. Oui, ça peut prêter à sourire maintenant, mais elle passait peut-être pas toujours de bons quarts d'heure. Non, je crois pas. Non, puis là, il y a des dames autour de cette table, et je peux vous dire que elles ont pas la tête, et on peut les comprendre. Bon, quelle tête? Bon, non, je dis n'importe quoi. On s'expliquera après l'émission. C'est pour meubler. Non, mais moi je déteste j'aime beaucoup les histoires de gens, parce que lui, il sait non, mais je déteste ces époques barbares, qu'on étudie dans l'histoire de France, etc. On nous présente tous ces gens-là comme des héros, alors que c'était des sombres gangsters, des grosses brutes. Que l'amour transforme ce diable de Robert en timide et d'amoureux et tout, ça devrait, non? Oui, ça, oui, si c'est la vérité, oui. Ça, et d'ailleurs, bon. Ah, l'amour. Si c'est la vérité. Je n'ose pas te raconter, en fait, comment ça s'est passé entre Mathilde et Guillaume, parce que ça va pas te plaire. Ah, en fait, quand elle a connu, on lui a révélé, oui, mais juste très très rapidement, hein, quand on lui a révélé les prétentions de Guillaume, elle a dit épouser ce bâtard, plutôt finir nonne. Et il a sauté sur son cheval, quand on lui a rapporté les propos de Mathilde. Il a sauté sur son cheval, il est allé la trouver où elle était, je crois que c'était carrément pendant une messe à laquelle elle assistait, il est rentré dans l'église avec le cheval, il s'est jeté sur elle, il l'a couché sur ses genoux et lui a administré une magistrale fessée. C'est une histoire terrible, mais il faut croire que il a pas dû taper si fort que ça. Ça a marché. Il a pas dû taper si fort que ça parce qu'elle a totalement changé d'avis sur lui et ils ont été ensuite très amoureux tous les deux jusqu'à la fin de ses jours à elle. Voilà, donc bon. C'est bien. Comme quoi battre la femme. Quand il est parti pour sa conquête de l'Angleterre, il lui a confié la responsabilité absolue des affaires du duché, hein, ce qui fait que bon, de toute manière, on n'ira pas vérifier. C'est trop tard. Vous avez bien noté. Si vous voulez, on peut vous le rappeler. Si vous avez une conquête à faire, je parle vos mecs, vous la prenez sur vos genoux, vous lui mettez une fessée et tout se passe bien. Voilà. Non, ce n'est pas la conclusion. Non, mais c'est ce que il y a deux émissions. Tu avais une histoire à la fin. Tu dis que le vêtement des héros est souvent tissé des mensonges. Ouais. Oui, ça c'est Prévert. Voilà. Hélène, ça c'est une bonne parole. Oui, c'est une bonne parole. On va sortir un petit peu du Moyen-Âge et des conquérants qui fessent les jeunes pucelles pour parler pour faire un petit peu de prospective. Et l'avenir dans votre profession, dans vos professions, comment le vois-tu dans ta boule de cristal? Moi, je vois pas grand-chose. Hein. J'ai un petit peu de mal à me projeter dans l'avenir. Bon, moi, de toute façon, en tant que graphiste, je continue parce que j'aime ce métier. Il n'y a pas de raison, quoi. Bien qu'en ce moment, on constate que les budgets se réduisent un petit peu. Je pense qu'il y a encore l'an dernier ou il y a 2 ans, on m'aurait donné tel ou tel boulot et je sais que cette année, je les ai pas parce que il y a moins d'argent, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Je travaille aussi pas mal dans le domaine public, municipalité, communauté de communes, etc. Parce que ça me permet de m'exprimer un petit peu plus dans le domaine artistique. Je fais pas mal d'affiches, des couvertures des programmes culturels. Donc là, tu peux faire des mises en page sympas, des couvertures, etc. Donc les gens sont en général très sympas, cultivés en plus. Hein. Et donc là, évidemment, tous
les choses se réduisent un petit peu en termes de budget. Mais bon, j'essaie de rebondir sur autre chose, de me dire que justement, c'est bien parce que j'ai un petit peu plus de temps pour peindre, donc j'essaie de transformer les choses en positif. Oui, alors donc, on pourra se tourner vers Jean, qui est aussi un illustrateur, enfin qui travaille aussi pour la publicité, je suppose, des choses comme ça, qui peut confirmer. Je le confesse, Robert, oui. Je le confesse. Mais je pourrais, oui, moi aussi j'ai beaucoup travaillé pour les collectivités locales, comme Hélène, et il m'en reste une. Il t'en reste une? Oui, autour de Paris, j'en ai eu à une époque un certain nombre qui me faisaient travailler régulièrement. Là, il m'en reste une. Oui. Et il t'en reste une parce que toutes les autres c'est fini. Les autres ont préféré, on peut les comprendre, investir dans un petit peu de matériel informatique, un petit poste créé avec un SMIC au bout, et puis le mec, il y a ça voilà. aussi, ils embauchent des gens ou des stagiaires, tout bêtement, des fois. Des stagiaires qui payent pas? Ou très mal, ou qui payent très mal, et qui sont chargés maintenant d'assumer toute la politique, toute la communication graphique de la ville. Donc plus ou moins bien. Honnêtement, oui, souvent. Ouais, c'est pas terrible en général, mais bon. Plutôt moins bien que. Donc c'est pas récent cette dégradation du marché du travail pour vous. Je crois qu'avec effectivement qu'avec l'informatique ça a fait quand même des. Ça a mis du temps parce que là c'est une dégradation qui s'est vraiment accélérée depuis je dirais 3-4 ans. 3-4 ans. 5 ans disons, 5 ans au maximum. Jusque là l'informatique était déjà accessible. Non, c'est vrai, dès qu'ils avaient une affiche à faire, ils faisaient appel à un professionnel. Maintenant, ils y regardent à 2 fois, on les comprend un petit peu parce que ça leur coûte cher. Mais du coup, ils se contentent de choses moyennes. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est de constater qu'ils ne font pas en fait la différence entre ce que tu leur ils font en tout cas comme s'ils ne faisaient pas la différence entre ce que tu leur proposais jusque-là et ce que ils ont depuis avec un poste comme ça. Mais moi je constate vraiment un appauvrissement de ces supports de communication, les affiches, les couvertures, etc. Il me semble qu'avant c'était beaucoup plus foisonnant, plus créatif. Et effectivement, depuis quelques années, j'ai l'impression que quand tu regardes les affiches à droite à gauche, tout se ressemble. Moi, c'est frappant, vraiment. Mais est-ce que c'est dû à l'informatique, c'est toute cette nouvelle technologie, non. Ou c'est dans l'air du temps, parce que on voit sur les télévisions, on écoute les radios, on lit la presse, etc. On a l'impression que tout se devient à peu près, se dilue, il y a plus vraiment d'originalité, il y a plus vraiment de diversité. Non, parce que l'esprit créatif, je vois pas pourquoi il disparaîtrait comme ça. En plus, avec les outils informatiques, franchement, pour créer, c'est vraiment super, quoi. Oui, mais pourquoi justement l'esprit créatif a l'air de pas disparaître? Mais parce qu'il y a pas de budget, quoi. C'est uniquement une question d'argent. Moi, je pense que ils font des appels d'offres, ils donnent à des agences de pub qui font un budget pour l'année, et puis après moins ils vont passer de temps sur les boulots. D'accord. Donc pourquoi s'emmerder, quoi? Pourquoi passer 3 jours sur une affiche alors que tu vas voir un mec qui va y passer une demi-journée, je sais pas. Moi je pense que sincèrement, je crois que c'est là qu'il faut voir. Okay. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bien, là, à Racaille, l'émission où on pense. Sur Radio Libertaire, 89.4 sur la bande FM, la radio Son Dieu 100 mètres, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, Christophe. C'est moi, mon âme et ma conscience, justement, de Paris Combo.
un canular artistique de Roland d'Orgelès. D'Orgelès, c'est 1885-1973, je le rappelle. Je vais commencer par une petite évocation du glorieux passé raciste de la France, jusqu'à des temps récents, comme on l'a vu tout à l'heure avec la question. Al-Biruni, 973-1050, était un très grand savant de l'islam médiéval. Il a exploré les mathématiques, l'astronomie, la philosophie et les sciences naturelles. Ses travaux étaient d'une telle complexité qu'il semblait pour le moins obscur aux Occidentaux de son temps, aux Français en particulier. Ces braves Occidentaux, et justement les Français, ont baptisé alors les ânes du doux surnom d'Ali-Boron, en référence à Al-Biruni. Des siècles plus tard, c'est passé dans le langage courant, Ali-Boron, pour désigner les ânes. À cette époque, Roland d'Orgelès et sa bande fréquentent Montmartre assidûment, en particulier le cabaret devenu fameux du Lapin Agile. Il était tenu à l'époque par un certain Frédé, guitariste, violoncelliste, gai compagnon, qui possédait un âne, Lolo, qu'il gardait attaché dans la cour. Le brave bourricot, c'est ce que d'Orgelès avait remarqué, il avait la mauvaise habitude, quand on lui donnait du son, de remuer la queue. Et d'Orgelès, qui cherchait par tous les moyens à dénoncer le cubisme, Picasso, Braque, qui détestait, a eu une idée. Devant un huissier assermenté, comme lors de la dernière histoire que j'ai racontée, on a attaché une brosse à la queue de Lolo, installé derrière lui des pots de peinture, ainsi qu'une toile vierge. On a donné du son au brave Lolo, le résultat ne s'est pas fait attendre et a stupéfié toute l'assistance. Jamais encore on n'était allé aussi loin dans l'art moderne. Cette liberté, cette virtuosité de la touche, ce sens des couleurs, ce sera le nouveau manifeste de l'art contemporain. Il faut trouver un nom, c'est là encore une fois d'Orgelès qui s'y colle, ce sera Coucher de soleil sur l'Adriatique. Il faut dire que Lolo y est pas émolo sur le jaune, le rouge, le bleu, bon. Il faut inventer un artiste susceptible d'avoir peint ce chef-d'œuvre. Ce sera Boronali, anagramme d'Ali-Boron, né à Gênes, artiste génois, donc né en 1885. On signe la toile, on l'encadre, au Salon des Indépendants de 1910 qui suit, et où elle est exposée, son audace formelle et sa nouveauté lui permettent d'obtenir un triomphe public. D'abord journalistique, puis public, qui tourne carrément au délire lorsque d'Orgelès, huissier à l'appui, dévoile la supercherie. Dans un grand éclat de rire, le tableau est alors vendu aux enchères, 400 francs, c'est une somme énorme pour l'époque, elle sera intégralement reversée à l'orphelinat des arts. Pour ceux que ça intéresse, d'aller plus loin, vous pouvez aller admirer, si j'ose dire, ce coucher de soleil sur l'Adriatique à l'espace culturel Paul Bedu à Milly-la-Forêt, où elle a intégré la collection permanente. Merci Jean. Pour les amateurs d'art, l'adresse est donnée, le mot d'ordre est lancé, tout ça. Milly-la-Forêt à l'espace Paul Bedu. Et chez moi, Milly-la-Forêt. Ah ouais. Connais-tu Coucher de soleil sur l'Adriatique? Non, mais Milly-la-Forêt, oui. Et accessoirement, il y a une chapelle aussi, décorée par Cocteau. Absolument. Vous pouvez aller. Accessoirement. Voilà, cette émission se termine, hélas. Comme disaient Hélène et Marie-Christine, nos deux invités, ça se passe vite, ces émissions. Pas toujours vite, mais celle-ci, oui. On remercie beaucoup Hélène, on remercie beaucoup Marie-Christine, qui théoriquement, si l'émission l'a pas trop traumatisée, doit revenir la semaine prochaine. Ça sera donc notre 6e invité. Hélène, on a été très heureux de te rencontrer. C'est réciproque. Tu causes bien, tu nous racontes plein d'histoires, il n'y a pas de problème, c'est facile. On espère que ça va nous rapporter gros. On espère aussi que tu reviendras. Avec plaisir. Franchement, j'ai encore beaucoup à dire. Merci. J'espère. Donc, cramponnez-vous à vos postes à galène. Elle va revenir. Il y a Jean va nous donner quelques adresses de galeries. Après, on doit passer à un disque, je sais pas, pour une manif ou je sais pas quoi. Enfin, je sais Christophe qui s'occupe de ça. Et puis voilà, et puis l'émission se terminera avec le jingle de l'émission et on vous dira à la semaine prochaine. Fidèles et nombreux auditeurs. Tu vois, Igor, ils sont nombreux là, je le sais maintenant qu'ils sont nombreux. Je me suis attendu à ça.
Une exposition à la Bibliothèque nationale de France, enfin celle de la rue de Richelieu, soit 58 rue de Richelieu dans le 2e arrondissement de Paris. Attention, elle ne dure que jusqu'au 15 février. Estampes japonaises, images d'un monde éphémère. Ils sont réunis 150 estampes japonaises d'exception. Si vous voulez tremper votre âme dans les eaux vaporeuses du monde flottant, c'est le concept de cette exposition. Elle est vraiment faite pour vous. Plongez. Une autre expo, une autre Chine à la galerie Anne de Villepoix, 43 rue de Montmorency dans le 3e arrondissement. Qui dure jusqu'au 28 février, vidéastes, sculpteurs, dessinateurs ou encore photographes, dont beaucoup sont très jeunes. Il y a des artistes qui ont moins de 25 ans, remarquablement différents les uns des autres. Une réussite totale. Foncez. Merci beaucoup, Jean. Bien, salut, à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir à tous.